Merci, chère Pauline Prévert, pour le point sur l'information. Toutes nos équipes sont mobilisées sur CNews pour vous faire vivre les toutes dernières informations concernant cet incendie. Vous voyez donc Marie-Victoire Dieudonné, Mathilde Ibanez en haut à droite et Nicolas Roger. Ça, c'est depuis la Gironde. Nous serons également avec Christina Luzzi parce qu'il y a un incendie extrêmement lourd également en Corse et on prendra des nouvelles de notre Corse qui brûle également. Je voudrais qu'on voit la une de la presse ce matin, parce que évidemment toute la presse regarde ce qu'il se passe concernant ces incendies en Gironde, des Alsaciens au cœur des incendies, titre l'Alsace, la Voix du Nord, solidarité avec la Gironde, c'est un drame national et tous les regards sont tournés vers la Gironde aujourd'hui. Les sapeurs-pompiers des héros en première ligne, titre Le Figaro, et ensemble face au feu, titre La Croix, cette solidarité merveilleuse. Les toutes dernières informations, eh bien, c'est que la nuit a été calme selon la préfecture. Il y a toujours 42 000 hectares qui ont brûlé et on reste sur ce chiffre depuis un peu plus de 24 heures. Christian Pinaudot est avec nous ce matin, consultant en politique forestière. Hélène Rouet, journaliste au JDD. Bonjour. Pascal Bito-Panelli, expert en sécurité. Le lieutenant David Macri, membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et Dimitri Carbonel, fondateur de Livosphère et expert en adaptation et changement climatique. Bonjour à tous les cinq. Je me tourne tout de suite vers vous, David Macri. Vous êtes lieutenant, membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Comment on résume ce qui s'est passé cette nuit ? Quelle est la situation à 9h ce matin ? La situation, à ce matin, elle est plutôt positive. Pourquoi ? Puisque si on regarde 42 000 hectares, le chiffre n'a pas évolué. Ça veut dire que les réactivations du feu, elles ont eu lieu dans des endroits où le feu est passé, c'est-à-dire qu'il a parcouru. Cependant, vu que les vents hier étaient très changeants, les points chauds qui se sont réactivés ont repris sur des parcelles qui ont déjà été parcourues par le feu. Donc ce que je comprends bien, c'est que grâce au travail admirable des pompiers, au soutien de la population et notamment des agriculteurs, cet ogre, comme la formule a été employée par la préfecture, je peux parler d'ogre. Cet ogre est aujourd'hui contrôlé, mais pas maîtrisé par les pompiers, et on reste à 42 000 hectares. Il ne progresse plus. C'est ça. Pour l'instant, il ne progresse plus. Mais on est très vigilant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la météo, elle est complètement défavorable, avec des températures qui sont vraiment très élevées et des vents qui vont commencer à être un peu plus poussés. Parce que quand on parle de 50 km/h de vent, ça veut dire qu'en cas de départ de feu, on a un feu qui progresse de 25 mètres par minute sur le papier. Sur le papier, 25 mètres par minute, mais vous pouvez avoir ce qu'on a compris, c'est des sautes de feu. Et là, on peut, avec ces sautes de feu, dépasser la ligne de front que vous avez mis en place, c'est ça ? Oui, et puis quand on parle de 25 mètres par minute, si on prend 25 mètres par minute sur 1 km et sur 100 km, on n'a plus le même nombre d'hectares touchés. Et en fait, encore une fois, vous avez raison de le souligner, les travaux qui ont été réalisés depuis 2 jours, qui sont des travaux qui ont été solidaires, puisque c'est tout le monde qui a participé, que ce soit l'ONF, la DFCI, les sapeurs-pompiers, bien évidemment, les maires, les élus, les volontaires. Donc c'est vraiment, on va dire, on le dit toujours, nous, ensemble, on est plus forts. Vous voyez ces images en direct depuis Lacanau, où on voit toujours ces civils qui sont mobilisés. Là, on n'a pas des pompiers à l'image. C'est une image qui, depuis un peu plus de 72 heures, se répète. Et c'est vrai que c'est merveilleux de voir cette solidarité. Marie-Victoire Dieudonné est avec nous. Elle est accompagnée d'Axel Rebaud. Merci, chère Marie-Victoire. Racontez-nous ce qui se passe autour de vous, puisqu'on voit que la population aussi est engagée pour essayer de noyer les terres, si on comprend bien, protéger donc cette Gironde qui est toujours en proie aux flammes. Oui, exactement, Elliot. Nous avons rencontré ces bénévoles en début de matinée. Ils allaient se diriger vers un chantier de broyage, un chantier qui visait aussi en effet à noyer des zones qui sont particulièrement sensibles. Et sur le chemin de ce chantier, eh bien, nous sommes arrivés sur ce site, un site qui est sensible puisque nous nous situons vraiment en bordure de la départementale entre Lacanau et Sainte-Hélène. Et comme vous le voyez, eh bien, ces bénévoles
bénévoles sont en train de s'activer. Tout à l'heure, les flammes étaient particulièrement importantes, plutôt les fumées étaient particulièrement importantes. Et évidemment, ce sont des hommes et des femmes qui se battent pour en venir à bout. Nous sommes avec Jimmy. Jimmy, vous êtes bénévole, vous êtes ancien sapeur-pompier. Est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà l'importance de ce site? Pourquoi est-ce que c'est ici que finalement nous nous sommes arrêtés? Eh bien, on s'est arrêté ici parce que les forêts nous ont demandé de nous arrêter ici parce que derrière, on a juste un chenil d'élevage de chiens et une maison juste à côté. À côté, vous voyez, le bois n'a pas brûlé encore. Donc tout ça, en fait, c'est tout le travail qui a été fait avec les bulldozers. En fait, ils ont poussé et malheureusement, toutes les souches qui sont dessous sont encore en train de se consumer. Donc toutes les fumées, la chaleur qu'ils annoncent aujourd'hui, toutes les fumées, toutes les braises qu'il y a dessous, ça risque de partir. Donc c'est pour ça qu'on fait un travail de noyage et qu'on traite tous ces fumées, toutes ces fumerolles, tout ça, pour pouvoir que ça ne reprenne plus, quoi, en fait. Et concrètement, là, vous nous expliquiez qu'on est face à un phénomène de densification. Ce sont des tourbes qui sont ici et ça en fait des zones particulièrement inflammables? Bah oui, parce que la tourbe, ça brûle pendant des mois et puis ça peut ressortir n'importe où, en fait. C'est un travail de longue haleine, en fait. C'est comme on parlait tout à l'heure, un travail de fourmi. Et du coup, voilà, on est obligé de le faire, quoi. Les pompiers, eux, ils sont vraiment très occupés ailleurs. Nous, on va pas faire leur boulot, bien évidemment. Moi, je suis une entreprise, je suis bénévole. J'ai mis tout mon matériel au service du feu. Donc, on a été répertorié avec la DFCI. Il a fallu donner, le cabis, le ciré, tout ça, pour pouvoir être répertorié et surtout que les assurances puissent fonctionner en cas de problème. Il ne faut pas qu'il y en ait. Il n'y en aura pas parce qu'on est conscient de ce qu'on fait et on ne va surtout pas dans les zones dangereuses. Mais ce qu'on fait là, c'est vachement important. Je vous dis, il y a une maison juste derrière, il y a un chenil juste à côté. Et si on ne fait pas ça, cet après-midi, ils annoncent 41 degrés. Ça risque malheureusement de ressauter ailleurs, quoi. Donc on est obligé de faire ça. Et on peut souligner le fait que vous êtes venu aussi en famille avec votre frère, mais aussi votre fils. Vous avez aussi de l'expérience en tant qu'ancien sapeur-pompier volontaire, donc ce sont aussi des hommes avec des compétences comme vous qui sont essentielles sur le terrain. Oui, exactement. C'est pour ça que encadrer les bénévoles, c'est très bien parce que parfois, c'est des petits feux follets, ils courent un petit peu partout, ils sont perturbés, ils sont dans l'euphorie, ils ont l'adrénaline, c'est normal. Mais c'est vrai qu'après avoir passé plus de 2 décennies chez les pompiers, on acquiert une expérience et puis une stabilité aussi. Donc on sait ce qu'on fait, on n'a pas besoin de se précipiter, quoi qu'il arrive, c'est pas maintenant qu'il va repartir. Donc autant faire les choses bien, carrées et bien organisées et tout se passera bien. On peut aussi rappeler qu'on a donc une zone ici de feu, où il y a aussi des reprises de feu qui ont été annoncées avec beaucoup de densité du côté du temple, à une dizaine de kilomètres où vous allez très probablement vous rendre dans les prochaines minutes. Un grand merci Marie-Victoire Dieudonné pour ce premier témoignage. Vous êtes accompagnée, je le rappelle, d'Axel Rebaud et on va garder vos images en direct, cette solidarité qui se met en place avec ces bénévoles, cet ancien sapeur-pompier mais qui fait venir son fils, ses salariés et d'ailleurs qui est recensé. J'aimerais, parce que la préfecture arrive à régulièrement recenser, j'espère qu'on va réussir à savoir combien de héros sont actuellement en Gironde. Et quand je dis les héros, il y a évidemment les pompiers, mais il y a aussi les agriculteurs, les chefs d'entreprise, les salariés, les bénévoles. Il faudrait savoir, cette France qui sauve, combien sont ces résistants en Gironde pour aider les pompiers. C'est un tournant pour vous, David Macri, parce que sans eux, visiblement, la situation serait encore plus grave, bien sûr, pour le pompier que vous êtes. Il y a 2 choses dans ce que vous dites. Il y a la première partie, c'est la solidarité qui est au niveau vraiment local, qui est très importante pour nous. Pourquoi ? Parce que quand on nous emmène de l'eau au plus près de nos camions, ça nous évite de perdre du temps et de faire des allers-retours. Et on est toujours alimenté en eau, puisque l'eau, c'est le nerf de la guerre, pour le coup, sur ce sujet. Ensuite, la deuxième chose, c'est les sapeurs-pompiers de manière en général, puisqu'effectivement, dire qu'on est des héros aujourd'hui, il ne faudra surtout pas l'oublier demain, puisque malheureusement, dès qu'on a une crise, dès qu'on a quelque chose qui se développe, et on sait qu'aujourd'hui le climat il est déréglé, on est en première ligne. Sauf qu'on est reconnu que quand la catastrophe elle est visible. Quand on prend la canicule, ce risque il est invisible, et pour autant,
il augmente nos interventions de 30 à 40%. Mais ce que je veux savoir, lieutenant David Macri, c'est que ce que font aujourd'hui ces bénévoles, cette présence-là, elle est extraordinaire au sens propre comme au sens figuré. C'est quelque chose d'unique. On n'avait jamais vu une telle mobilisation lors d'un incendie. Alors en 2022, on a vu exactement la même chose effectivement sur les feux en Gironde. Et en fait, nous on le voit quand vous me dites ça, c'est qu'en local, en fait, même sur un feu d'appartement, on voit les gens qui sont tout autour de nous. Et pourtant, c'est pas médiatisé. On va dire, j'ai presque envie de dire, ce serait notre quotidien. Mais en fait, on a des gens qui viennent tout de suite nous voir. Est-ce que vous voulez des bouteilles d'eau? Est-ce que quand on finit une intervention, est-ce que vous voulez de l'eau fraîche? Franchement, cette solidarité envers les sapeurs-pompiers, elle existe toujours, tout le temps, et c'est une chose qui est fantastique parce que c'est un soutien et ça nous apporte encore plus d'énergie pour être encore plus déterminés. Mais au-delà du soutien moral, là, c'est un soutien technique qui est essentiel parce qu'on pourrait avoir des reprises de feu bien plus importantes ces dernières heures. Carrément, et c'est un soutien technique et en plus, là, je veux vraiment venir là-dessus, c'est quand il est encadré. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on a potentiellement des personnes qui vont sur le feu, qui vont sur le chantier, nous on appelle ça un chantier, mais qui ne sont pas recensés. Notre risque, c'est qu'on ne sait même pas qu'ils sont présents sur le chantier. Et quand on a des avions en pleine journée qui doivent potentiellement faire des largages de 6 000 ou 10 000 litres de retardant ou d'eau, s'ils sont dessous et qu'on ne le sait pas, ça peut devenir dangereux. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut l'encadrer, mais c'est primordial. Christian Pinaudot, consultant en politique forestière, gestion des risques, forêt que vous connaissez parfaitement. Oui. Que vous connaissez comme votre poche, la Gironde. On cite la DFCI sans trop savoir ce que c'est derrière cette formule. Le patron de la DFCI, c'est Bruno Lafont qu'on a entendu plusieurs fois, c'est-à-dire que dans chaque commune, sur tout le massif des Landes de Gascogne, il y a une association syndicale de DFCI, Défense des forêts contre l'incendie. Tous les propriétaires fonciers, c'est-à-dire les sylviculteurs et les agriculteurs, en sont membres obligatoirement. Et c'est eux qui font sur le terrain le travail que le lieutenant vient d'évoquer, c'est-à-dire le recensement des entreprises et des engins qui sont susceptibles de venir donner un coup de main. Ce sont les associations de DFCI qui les gèrent. Et c'est eux qui font le recensement. Pour faire une tranchée, pour faire un pare-feu, réquisitionner un bulldozer et une machine, c'est eux qui le font. Et ça, parce que les pompiers, ils ont... Mais donc, un jour, on saura exactement combien de personnes étaient mobilisées sur le terrain. Ah, mais ça, après, on pourrait déjà le savoir, mais ce chiffre, on ne l'a toujours pas. Bah non, parce pas que les gens sont occupés à autre chose, ils ont le nez dans le cambouis, si je Oui, mais c'est pas eux, ils sont déjà recensés, et par la préfecture et par les DFCI. Par la DFCI, pardonnez-moi, mais ce chiffre, il est important. Moi, j'ai besoin de savoir combien d'heures, parce qu'il faut les décorer, ces gens. Après l'incendie, vous le saurez, précisément. Non, mais parce que moi, je veux bien qu'on décore les artistes, les journalistes, les auteurs, les copains des ministres, mais peut-être que ces gens-là aussi méritent Alors d'être attends, décorés. c'est même pire que ça, parce que ces gens-là, ils sont bénévoles dans le boulot qu'ils font, mais dans le cadre des associations de DFCI, ils payent pour ça. Mmh. C'est quand même assez extraordinaire. D'ailleurs, c'est le seul système en France et en Europe. Nicolas Roger est avec nous. Je le disais, on va aller au plus près du terrain. Toutes nos équipes sont mobilisées. Nicolas Roger et Malo Steiner sont sur les sinistrés au parc des expositions de Bordeaux. Merci, cher Nicolas, d'être avec nous. Et vous êtes accompagné et d'un bénévole et d'un sinistré, Nicolas. Oui, tout à fait. Nous sommes exactement à Gujan-Mestras. Et regardez ici, il y a une centaine de personnes environ dans ce lycée. Et regardez, voilà, ils peuvent profiter des viennoiseries mises à disposition par les élus avec le soutien des bénévoles ici. Et c'est justement grâce à ce travail que les sinistrés peuvent avoir un semblant de réconfort dans cette période très trouble. Et nous sommes justement accompagnés de Chantal. Chantal, bonjour. Vous vous occupez justement ici du bénévolat, de réconforter les gens ici. Comment ça se passe? Comment ça s'est mis en place? Alors nous faisons partie d'une association, les bénévoles de Gujan-Mestras. Bon, il y a d'autres associations qui participent également et nous aidons à la distribution des repas, à parler avec les gens parce qu'ils en ont beaucoup besoin. Voilà, on essaye de faire ce qu'on peut pour réconforter et pour aider à passer ce mauvais moment. Exactement. Quel est l'état d'esprit, justement? Qu'est-ce que vous ressentez ici? C'est émouvant, c'est perturbant. Mais bon, nous, on est bien. On n'a pas de problème particulier. Donc, c'est normal de participer, d'aider les gens qui en ont besoin.
Merci beaucoup Chantal. Et justement, ces sinistrés qui peuvent profiter des viennoiseries à leur disposition. Nous avons rencontré l'un d'entre eux. Il s'agit de Bernard que vous allez apercevoir. Il vient de finir justement son petit déjeuner. Alors voilà, bonjour Bernard. C'est votre 4e jour ici. Et vous m'avez justement parlé tout à l'heure de votre état d'esprit. Vous êtes un petit peu en colère, c'est ça ? Je suis très en colère parce que, si vous voulez, ce que j'aimerais, c'est que nos dirigeants viennent passer une nuit ici ou une journée pour se rendre compte ce que c'est que la vraie vie et les vrais gens et la France. Nous sommes dirigés par des gens qui n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais travaillé. Et voilà, c'est tout. Voilà pourquoi je suis en colère. Voilà. Ce que je dois dire aussi, c'est que ici, nous sommes très accueillis, très bien accueillis par des gens formidables. Tout est formidable. Les gens sont formidables, l'accueil est formidable. Bon, ce qui est un peu plus difficile à vivre, c'est le lit de camp, mais on s'y habitue. Puis bon, c'est une passade, c'est tout. Voilà. Et si le président, justement, venait ici sur place, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Ce que j'aimerais lui dire, c'est qu'il arrête de gaspiller notre argent. Voilà. Voilà, qu'ils se rendent compte que l'argent, la France se gère comme une famille et on ne doit pas gaspiller, on ne doit pas dépenser 1,5 milliard ou 1,4 milliard pour assainir la Seine, pour avoir 3 pimpins qui vont se baigner, hein, et pour faire le buzz. On ferait mieux d'acheter des Canadair pour protéger notre région. Voilà, c'est tout. C'est ça qu'il a manqué ? C'est l'investissement dans ces Canadair, justement ? Absolument, dans ces Canadair, et puis vivre une journée au moins comme celle-ci, voilà, pour discuter avec les gens, les vrais gens, et pas les gens qui sont triés sur le volet, qui sont amenés sur les interviews avec des cars, avec des badges, voilà, de manière à ce qu'on sache que ces gens-là, ils vont applaudir, et puis quand il va se déplacer, les mêmes cars vont partir et ils vont le suivre et puis applaudiront partout. Mais c'est pas les vrais gens, c'est pas les vrais. Les vrais, ils sont là, les vrais. Hein, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup Bernard, vous l'avez compris, il y a de la colère. Et ce n'est pas le seul témoignage qui va dans ce sens-là. Nous avons aussi hier pu rencontrer des bénévoles justement qui étaient en colère aussi contre la préfète, la gestion de tout ça. Voilà, c'est aussi un des états d'esprit qui règne dans la région girondine, c'est cette colère envers l'État. Merci Nicolas Roger, parce qu'il y a tout dans ce discours-là. Dans le discours de votre invité qui dit c'est ça la vraie vie. Le déplacement avant-hier d'Emmanuel Macron, il est allé au plus près des officiels. L'argument de l'Élysée, c'est de dire on ne va pas aller sur le terrain au cœur de ce qui est en train de se passer pour ne pas déranger les uns et les autres. Mais c'est aussi pour éviter d'avoir quelqu'un qui le regarde en disant vous êtes bien gentil, vos milliards qui sont dépensés partout et n'importe comment. Peut-être qu'un jour, vous allez les dépenser pour les vrais gens, Hélène Rouet. Oui. Ce témoignage, il faut le montrer, il faut le diffuser tout le temps. Ah bah bien sûr, ce sont les témoignages les plus importants. Surtout que, bien sûr, Emmanuel Macron, moi je comprends à la rigueur que ses équipes aient dit on ne va pas aller sur le terrain pour mettre en danger personne et par ailleurs pour ne pas déranger les pompiers. Maintenant, venir au Palais des Expositions de Bordeaux, ça coûtait absolument rien pour justement, précisément parler à ces personnes-là. Moi, le déplacement d'Emmanuel Macron, il y a quelque chose que j'ai absolument pas compris. Il est arrivé là-bas, il n'est resté que quelques heures. Et puis pour dire et prendre cette parole officielle pour dire le feu est fixé. Alors j'ai trouvé que c'était une coïncidence qui était quand même très très grande, à savoir à la seconde où le président de la République arrive là-bas, bon, comme par hasard, le feu est fixé. Donc oui, bien sûr, ce sont ces témoignages qui sont extrêmement importants, les témoignages des vrais gens qui tout simplement se posent les bonnes questions, à savoir les mauvaises décisions, les mauvais arbitrages qui ont été pris par le gouvernement pendant des années et des années. Il faut qu'aujourd'hui le gouvernement puisse en répondre et Emmanuel Macron le premier. Et c'est difficile aussi lorsque vous êtes confronté au bon sens paysan. Le bon sens paysan, c'est le maire de Biganos. C'est le patron de la DFCI de Gironde. La DFCI, c'est la direction des forêts, la protection des forêts. Défense des forêts contre l'incendie. Voilà, défense des forêts contre l'incendie. Et avant-hier, et c'est très intéressant, parce que vous avez une parole, si vous voulez, qui est relayée dans toutes les chaînes d'information. Et puis, quand il y a une parole alternative, on l'entend moins. Lorsqu'il dit arrêtez de parler, moi je ne vis pas à Paris. Écoutez-nous et laissez-nous bosser, ça c'est pas relayé, c'est surprenant quand même. Je vous propose de réécouter le maire de Biganos qui était notre invité hier et dans sa formule il résume tout.
En 2022, il a vu s'enchaîner les experts, les contre-experts, les rapports, les contre-rapports, des gens qui venaient de Paris, l'écologie de salon, c'est sa formule, l'écologie de salon. Alors que lui, il est né sur cette terre, il connaît chaque passerelle, il connaît chaque élément, et c'est ses grands-parents aussi qui ont développé ça. Donc il sait exactement. Mais non, il faut qu'il y ait quelqu'un depuis Paris qui lui dise, attendez, là, c'est peut-être dérangeant pour la biodiversité, au nom de la biodiversité. Parce que lui, il s'en fiche de la biodiversité. Écoutez, monsieur Lafont, Bruno Lafont, le maire de Biganos. Quand on a eu les feux de 2022, nous avons eu des retours d'expérience avec des grandes personnes qui sont venues nous voir, des experts, des administratifs qui sont venus. On a fait des rapports, contre-rapports. Et puis quand on a voulu passer à l'action, de commencer à vouloir refaire des pistes forestières, et puis des fossés, et puis des points d'eau, et là on a commencé à avoir deux problèmes. Le premier, vous l'avez évoqué, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans leur bureau, mais qui font de l'écologie de salon. Et qui ont commencé à nous dire, mais écoutez, là, vous allez comprendre, vous allez sortir de la biodiversité, il vaudrait mieux pas le faire. Et après, vous avez une partie, attention, de pas toutes les administrations, mais de certains qui sont dans les administrations. C'est là la nuance. Et donc, qui sont jamais d'accord avec ce qu'on veut faire. Donc, moi, depuis des années, je dis, il vaut mieux en perdre un peu que de tout perdre. Mais là, vous avez l'exemple. Moi, ces hauts fonctionnaires qui sont sûrement dans des strates parisiennes, c'est ça que j'ai voulu dire. Mais écoutez, il faudrait qu'ils nous laissent travailler sur le terrain et qu'ils laissent un peu de liberté à des élus locaux, à des gens qui connaissent le terrain et qui ont le bon sens paysan, ce que j'ai dit au président. Dimitri Carbonel, je rappelle que vous êtes fondateur de Livosphère, expert en adaptation au changement climatique. Le bon sens paysan face à l'écologie de salon. Alors là, on va faire de l'écologie de plateau. Mais on lui donne la parole. Et j'ai tendance à plus croire ce monsieur que les zozos qui étaient à Sainte-Soline. Alors, je pense qu'on a besoin des deux. Je m'explique. Le problème. Les zozos à Sainte-Soline ? Non, attendez. Merci. Je vous les laisse, hein. Allez-y. Gardez-les. Mais en tout cas, les zozos de Sainte-Soline qui ont blessé 66 gendarmes, ils ne sont pas avec les pompiers. Ils ne sont pas avec les pompiers pour les aider. Pardon, je me suis mal exprimé, mais ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que d'un côté, évidemment, le gros problème, c'est qu'on a pas de remontée, on n'utilise pas les remontées terrain pour mettre en place quelque chose qui soit pertinent. Ce qui manque aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'on est face à des incendies qui sont catastrophiques à cause du réchauffement climatique. Je veux dire, 2027, 2028 et la suite, ça va être bien pire en termes d'incendies, d'inondations et d'autres éléments. Donc ça, c'est la première chose. On n'est pas préparé à ça. Et si on regarde, par exemple, ce qui se passe au Portugal, il y a une stratégie très simple qui a été mise en œuvre. Un, c'est la gouvernance. Gouvernance, c'est-à-dire des gens qui savent gérer ça, qui savent écouter le terrain. Ça, c'est une première chose. Alors c'est très bien de mettre de l'argent dans les Canadaires, mais c'est encore mieux de mettre aussi de l'argent dans la prévention, du débroussaillage, aussi de mettre des essences qui vont bien, aussi de sensibiliser les personnes pour éviter que les personnes commencent à jeter leurs mégots. Évidemment, il faut travailler sur les secours et à mettre plus de moyens. Et la troisième point, la reconstruction, parce qu'on oublie souvent ça. Mais sauf que le maire de Biganos, quand il veut débroussailler, quand il veut faire des parfums un peu plus larges, vous avez un expert qui vient de Paris. Vous le connaissez d'ailleurs, Christian Pinaudot. Vous le connaissez très bien, monsieur Lafont. En fait, après, ça va être une parole un peu démago, peut-être on va me dire populiste. Je préférerais avoir monsieur Lafont au ministère de la Transition écologique que madame Barbu. Voilà, mais c'est mon avis. Et peut-être que je me trompe, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Je préfère monsieur Lafont que madame Barbu. Voilà. J'ai pas envie d'avoir d'idéologue à la transition écologique. Ce qu'il y a de certain, moi j'ai travaillé 15 ans avec Bruno Lafont, donc je connais bien. Ce qu'il y a de certain, c'est que dans la forêt des Landes de Gascogne, Bruno Lafont en connaît beaucoup plus que madame Barbu, ça c'est sûr. Et alors, ce qu'il a dit en fond, qu'on n'a pas très bien entendu non plus, c'est que il a fallu qu'il attende 2 jours et demi en tant que président de la DFCI pour avoir l'autorisation de faire les tranchées et des nouveaux pare-feux. 2 jours et demi dans ce contexte-là. Enfin bon, voilà. Mais des sujets comme ça. Alors sur la biodiversité, je voudrais quand même rappeler que le massif des Landes de Gascogne a été classé réserve de biodiversité. C'est-à-dire qu'en 150 ans, la biodiversité n'a cessé de progresser dans le massif des Landes de Gascogne. Et puis un dernier point sur les essences. Et alors là, on a un discours absolument inouï. Il y a une petite musique qui commence à s'installer en disant que le pas maritime brûle. Alors ça, si on m'avait posé la question à des paysans il y a 150 ans, il aurait pu vous le confirmer déjà. Il faut avoir fait des études approfondies pour savoir qu'un pin brûle. Mais
C'est-à-dire qu'on est en train finalement de transformer la victime en coupable. Et c'est ça qui est inouï. On est en train de transformer la victime, c'est-à-dire la forêt, les arbres qui la composent, en coupable parce qu'elle brûle. Alors moi, ce que je propose, c'est que, en observant que les maisons brûlent, parce que si les pompiers ne les défendent pas, elles brûlent, je propose de supprimer les maisons aussi. Oui, mais on va l'entendre dans un instant. On fait une courte pause. On va réécouter Bruno Lafont dans quelques instants. C'est Bruno Lafont, celui qui a dit au président de la République, il faut arrêter de parler. Je ne suis pas parisien, il faut arrêter de parler. C'est pas une insulte aux Parisiens, c'est d'alerter que ces heures et ces heures de dialogue, de discussion, de rapport, de contre-rapport, c'est une perte de temps, c'est un risque pour la forêt, et foutez la paix aux gens qui sont sur le terrain, à ces élus locaux qui ne demandent qu'une seule chose, d'être libres d'agir parce qu'ils savent comment faire. C'est pas à Paris qu'on doit décider comment on va s'occuper de la forêt des Landes. On en parle dans un instant et on va évidemment aller sur le terrain pour multiplier les témoignages parce que c'est un drame national et on est tous en train de regarder ce qui est en train de se passer avec beaucoup d'admiration pour les pompiers, pour les agriculteurs, pour tous les bénévoles et énormément de colère parce que c'est un cauchemar qui se répète. La pub, on revient dans ça. Et les forestiers, bien sûr, les forestiers.